L'hypothèse de la guerre, elle est là. Elle n'est pas simplement là, dans cette région. Elle est là en Ukraine, elle est là en mer de Chine. Donc l'idée de la guerre, que l'on avait longtemps repoussée, je parle de la guerre générale, elle est là. Donc oui, il est possible que si les discussions ne se concluent pas avec l'Iran, Israël prenne des initiatives. On le sait. Quand j'ai, avec Laurent Fabius, participé et fait participer la France à l'accord sur le nucléaire, c'est bien parce qu'on savait qu'il y avait une menace très directe et que si l'Iran accédait à l'arme nucléaire, Israël ne resterait pas sans répondre. On le savait aussi que les États-Unis, à l'époque, c'était Barack Obama, aurait appuyé peut-être la réaction d'Israël. Donc à partir de là, nous avons tout fait pour qu'il y ait cet accord sur le nucléaire. Donald Trump l'a abandonné, c'est une grave faute. Maintenant, il faut le reprendre, mais il faut que les Iraniens sachent bien que le temps est compté. Vous disiez, j'ai été un des présidents qui a voulu le plus intervenir. Mais oui, il faut intervenir à un moment où c'est nécessaire. Et si on n'intervient pas, d'autres le font à notre place. Et regardez ce qui se passe dans votre région. Et regardez comment l'Iran notamment, pas seulement l'Iran, arrive à porter un certain nombre d'actions et avoir des résultats. Dans votre livre, vous parlez aussi de la renaissance des empires, notamment l'Empire russe. Là, c'est un exemple concret. Oui, on a l'Empire russe, on a aussi la Turquie. L'Iran. On voit bien l'Iran, on voit bien comment ces trois empires se partagent cette partie-là de la région. Et vous n'êtes pas non plus sans observer qu'au Liban même, il y a maintenant une influence de la Turquie plus grande que dans le passé, dans le Nord. Alors, le Mali, la France est intervenue avec, à l'époque, Serval. Puis 9 ans après, maintenant, ça s'appelle Barkhane. Mais c'est vrai que les islamistes qui devaient prendre Bamako, voire Dakar, ils ont été arrêtés, mais on n'a pas l'impression que ça a changé grand-chose. C'est un succès. Ça a déjà empêché le fait que des islamistes puissent prendre des villes très importantes dans l'ouest de l'Afrique. Je m'étais souvent posé cette question, comment quelques milliers d'hommes armés peuvent arriver à contrôler une ville de plusieurs millions d'habitants? On en a eu la preuve maintenant. On a eu Mossoul en Irak, on a eu des villes Raqqa en Syrie, on a eu là en Afghanistan le contrôle par les talibans de la plupart des villes dans un délai très rapide, sans avoir beaucoup d'hommes. Donc là, il y avait un risque majeur. Est-ce qu'il faut pour autant rester? C'est la grande question. Oui, il faut rester tant que les autorités, notamment du Mali, mais pas seulement du Mali, du Burkina Faso, du Niger, nous le demandent. La France ne cherche pas des intérêts économiques, des intérêts financiers dans cette région. La France, elle cherche simplement à lutter contre le terrorisme islamiste, contre des groupes armés qui terrorisent la population, qui la massacrent. Donc à partir de là, moi je suis partisan que la France, avec l'Europe, avec les Africains, reste dans cette partie-là du monde. Et il y a des nouveaux venus, les Russes par exemple en Centrafrique, avec leurs mercenaires Wagner. Oui, si et vous au Mali pensez aussi. que c'est Au Mali aussi. Et en on voit Libye bien aussi. que les Russes utilisent une autre tactique, c'est-à-dire en disant mais nous n'intervenons pas dans ces régions, mais nous avons des sociétés privées. Vladimir Poutine a aujourd'hui des sociétés privées qui interviennent. Vous avez cité le Centrafrique, avec un contrôle aussi d'un certain nombre de ressources, notamment de diamants, sont intervenus en Libye et interviennent maintenant, ou sont supposés intervenir au Mali. Il faut là aussi porter un coup d'arrêt à ce type d'influence. En fait, là où la France recule... Là où l'Occident recule, là où l'Europe n'est pas là, là où les États-Unis ne veulent plus investir, eh bien ce sont d'autres empires. La Chine, quand elle le peut, la Russie, parce que sa perspective stratégique, c'est de reprendre ce qu'étaient autrefois les pays dans l'Union soviétique, c'est de retrouver finalement cette forme de glacis. Et puis la Turquie, qui rêve d'un empire, et l'Iran, qui continue ses actions de conversion autour du schisme. Et vous dites, la guerre est probable. Une guerre globale? Oui. C'est très inquiétant, ça. Oui, c'est très inquiétant. Vous n'êtes pas aussi pessimiste d'habitude? Non, je suis inquiet de la situation du monde, parce que jusque-là, la guerre avait toujours été là, présente. Des conflits, il y en avait eu nombreux depuis le second conflit mondial. Mais là, nous sommes dans des tensions extrêmes. La Russie a amassé des troupes à la frontière ukrainienne, peut-être pour négocier, nous verrons bien. Mais s'il y a des troupes, c'est un moment pour qu'elles soient utilisées. La Chine est de plus en plus
attentive à la situation de Taïwan. Les États-Unis ne savent pas comment répondre à une éventuelle incursion chinoise dans les eaux territoriales. Bon, donc on voit bien qu'il y a des tensions très fortes. Et l'idée de la guerre qui avait été récusée, heureusement, le rôle de l'ONU avait été très important, aujourd'hui s'est installé. Et c'est pour ça qu'il faut réagir, et la communauté internationale doit absolument montrer plus de solidité, et ça dépend d'abord de l'Europe. C'est à l'Europe, face à des États-Unis qui sont maintenant de plus en plus vers la zone Pacifique, de plus en plus préoccupés par la Chine, c'est à l'Europe d'être un facteur d'équilibre. Mais pour être un facteur d'équilibre, il ne faut pas être neutre, il faut être actif.